Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage explicatif d'un projet Kickstarter. On parle de Guildmaster, projet que j'ai contribué fin décembre 2018, que je viens tout juste de recevoir. On parle de septembre 2020, donc une longue attente. Par contre, c'est une petite compagnie, on parle de Good Game Publishing, mais c'est eux qui nous ont offert un jeu qui a été nommé lors de notre gala. On parle de Unfair. Mon ami Stéphane l'avait placé comme un bon jeu de cartes en famille. Et il arrive présentement avec un nouveau jeu de cartes fantasy, magnifiquement illustré. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Guildmaster, c'est parti! Alors, le projet Guildmaster, un projet Kickstarter, donc fin décembre 2018, on parlait de 2017 contributeurs, plus de 131 000 $ d'accumulés quand même, et c'est de la compagnie, donc comme j'ai mentionné, Good Game Publishing. On parle d'un jeu de Chris Anthony. C'est un premier projet, je crois, pour lui, du moins, j'ai pas d'autres jeux que je connais qui a édité. Par contre, si on regarde les illustrations, magnifiquement illustrées, et on peut reconnaître aisément la patte artistique de Andrew Bosley. Donc c'est pas le seul qui a contribué sur aux artistiques, mais c'est l'aspect accrocheur du jeu et c'est vraiment de toute beauté. C'est un 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, on va dire environ 90 minutes par partie. C'est un jeu de cartes, de négociation et de déduction, donc ça je trouvais ça intéressant. Alors un jeu qui mélange les thématiques d'enchères, de gestion de main de cartes et de deck building, donc très intrigué. Alors, sans plus tarder, on regarde le contenu de la boîte avec Guildmasters. Alors, on a ça ici. Si on regarde au niveau artistique, vous allez sûrement reconnaître des aspects que... En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de similitudes. Bon, ici, on parle de Guild et on parle ici d'un artistique... qui vous dit peut-être quelque chose. Moi, je le compare beaucoup comme étant la version jeu de cartes du jeu Lord of Waterdeep. Pour ceux qui connaissent, c'est un placement d'ouvriers super efficace dans le monde de Donjons et Dragons. Et là, on a un univers fantasy, mais je trouve que visuellement, ça y ressemble beaucoup. Et pour avoir vu les gameplays, je vous dirais que c'est quand même une comparaison flatteuse. Alors, regardons le contenu de la boîte. On a ici le rulebook, gros rulebook, très bien illustré. On a ici les différentes composantes, quand même pas mal de composantes, ça j'aime beaucoup. Donc la table des matières avec la référence des pages, toujours utile. La mise en place, superbement illustrée. On a ensuite les composantes, donc on a un immense plateau dans lequel on va faire du recrutement d'aventuriers. On va aller faire des contrats et éventuellement construire dans notre propre section des bâtiments pour pouvoir nous aider à améliorer notre guilde. C'est une course à la notoriété de notre guilde. Alors, c'est très très bien amené, c'est très simple. Donc, on a ici les guerriers, si on veut, l'arcane, la logique, le charme, le spirit et probablement les voleurs. Donc, différentes facettes qu'on va devoir composer notre guilde d'aventuriers. Et c'est en additionnant les différents symboles qu'on va réussir à faire des contrats. On a également... une espèce de push your luck puisqu'on va avoir des dés à brasser, donc c'est pas des succès instantanés. Ça, c'est les différentes améliorations qu'on peut faire à notre guilde au niveau des bâtiments. Donc on peut aller construire des étables pour pouvoir améliorer le nombre d'actions qu'on va faire, parce qu'on va avoir des chevaux, donc on va pouvoir faire plus d'actions durant notre tour. Tout ça fonctionne très bien au niveau des mécaniques. Donc on regarde ici la séquence de jeu, les actions qui peuvent être réalisées. Beaucoup d'exemples, ça c'est bien. Les illustrations, comme je vous dis, c'est très bien. Ensuite, on a un aspect enchère parce qu'on va sélectionner des cartes et on va les positionner derrière un paravent. Et ensuite, on va révéler et selon notre enchère qu'on aura fait, on va y aller en premier, deuxième ou troisième au niveau des actions. Donc, on a une programmation, si on veut, à faire à ce niveau-ci. Et on a des héros de différents types, donc novices, adeptes, héros et légendes. Et pour ça, donc, on va commencer tout le monde avec des novices pour éventuellement arriver avec des adeptes. Et les adeptes vont nous permettre de recruter des héros et vice-versa. Donc, on ne pourra pas passer de novice à légende immédiatement. Donc, on va avoir un deck building qui va s'installer dans notre recrutement de héros. Et ça, c'est très bien.
Ensuite, la possibilité d'aller faire les différents contrats. Donc, c'est comme ça qu'on va aller récupérer de l'or et de la notoriété pour pouvoir remporter la partie. On a également des jetons de challenge, puisque si on se ramasse deux à essayer d'aller faire un contrat ensemble, on va pouvoir essayer de collaborer ou de créer un conflit. Alors, ça sera à nous de décider si on va collaborer et partager le butin ou si on reste égoïste et on y va nous autres mêmes sur le contrat. C'est un peu pour cet aspect-là qu'il n'y a pas de variante solo. C'est un 2 à 4 joueurs. Mais c'est vraiment le genre de jeu que j'aimerais adapter pour un solo. Alors, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Très intéressant. Un glossaire, ça aussi c'est super apprécié. Donc, les différents thèmes et qu'est-ce qu'on y retrouve. Et ici, la charte des probabilités des dés. Bon, on a besoin de le savoir, mais pas vraiment. J'aime mieux un jeu où on a un feeling qu'un calcul de probabilité. J'aime ça quand c'est plus instinctif. Mais il y en a qui aiment ça. Alors, on parle ici de 21 pages de règles. On a une petite variante pour une partie plus courte. Alors, quand même pas mal de règles, mais superbement illustré, très aéré, des notes de référence, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? De Quick Start Guide. Non, ça c'est intéressant aussi, donc pour débuter une partie rapidement. Donc on a la guilde de Goliath, de Phoenix, le serpent et le Tempest. On doit avoir une composition de base et on va commencer tout simplement comme ça. Donc les 4 decks préconstruits avec les novices. On peut donc rapidement commencer. Ça c'est assez intéressant. On a une gestion d'argent pour faire nos enchères. Et on nous explique comment procéder. C'est quand même 11 pages pour un quick start. Mais j'ai vu les vidéos et c'est vraiment pas complexe. C'est vraiment du recrutement et de faire des contrats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un marqueur de tour ici, qui est 9 tours, et on va avoir un marqueur de lune. Et selon la phase de la lune, nos personnages vont avoir des habiletés comme celle-ci en pleine lune. Elle a ici une habilité qui va se déclencher si on l'utilise durant la pleine lune. Et d'autres, c'est durant la lune croissante, décroissante, ou même la lune rouge. Alors, lune de sang. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui complète ici. Mon Dieu, c'est très, très chic. Donc, on a des rubans pour chacun des guildes en question. Très, très chic. On a ici notre plateau de joueurs que je vais installer. Ok, c'est quand même assez gros. Donc, voici le plateau du centre de la partie. Donc ici, on a le marqueur de tour, comme je vous ai dit. On a une piste de notoriété autour pour marquer nos points de victoire. On a ici le builder, donc la façon qu'on va faire pour aller construire. Quand on va construire, on va avoir des coûts à payer. Plus on attend tard dans la partie, plus ce marqueur-là montera et plus ça deviendra dispendieux d'aller construire nos fameux bâtiments. Donc plus on y va tôt, moins c'est cher. Ici, on va avoir une série de personnages, donc A, B, C, D, E, F. Et c'est ces personnages-ci qu'on va pouvoir aller recruter. Dépendamment dans quelle phase aussi qu'on va les recruter, on a un minimum d'enchères à mettre. On peut mettre plus que le montant requis, puisqu'il y a 2 adversaires qui vont en même temps pour aller chercher la même carte, mais c'est celui qui aura misé le plus qui va l'emporter. Ici, on va avoir nos contrats qui vont apparaître. Donc, c'est des différents types de contrats qu'on pourra faire selon les personnages qu'on aura. Donc ça, c'est nos fameuses guildes qu'on aura ici. Donc le Phénix, le Serpent, le Goliath et la Tempête. Alors, ils sont tous identiques. On a ici 2 marqueurs de tour. C'est les Order 1 et 2. Et ici, j'ai 3 et 4 puisqu'on va pouvoir ici les débloquer en allant améliorer notre étable. Donc si on a une étape de niveau 2, on va avoir une action supplémentaire. Si j'ai une étape de niveau 3, je vais avoir une 4e action durant mon tour. Ça, c'est bien. Place pour engranger nos trésors. Et bon, c'est tous les mêmes plateaux. Donc ça, c'est pour les plateaux de joueurs individuels. Ici, on va avoir donc les fameuses tuiles de update. On pourra mettre sur ce plateau-là les différentes cases qui vont nous permettre donc d'améliorer nos plateaux. Et ça se positionne avec notre plateau de joueurs. Donc on voit ici c'est le même logo. Alors ça sera notre plateau. Donc on part avec une étape de niveau 1. Qu'on voit ici on a seulement 2 emplacements pour faire nos ordres de tour. Et c'est la même chose pour notre bar et notre hall. Et on va pouvoir ici mettre des jetons d'amélioration pour éventuellement améliorer notre interaction avec le jeu. Donc c'est une par joueur.
Bon, ça c'est un peu mince au niveau des plateaux de joueurs. Ça aurait pu être un peu plus épais. Mais bon, sachez que c'est un petit éditeur. Mais au niveau de l'illustration, ils ont mis le paquet. Et comme je dis, c'est Andrew Bosley qui est présent. Et on voit que esthétiquement parlant, c'est très soigné. On a également nos paravents. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on va jouer, on va avoir un paravent et on va planifier nos actions. Donc, on va avoir ici notre plateau dans lequel on va installer ça. On va pouvoir positionner nos aventuriers et les attribuer vers des secteurs du plateau. Et ensuite, on va pouvoir les révéler et tout le monde va faire les actions en même temps. Ce qui est bien, c'est que tout le résumé est marqué ici derrière. Donc, on a exactement toutes les règles qu'on a besoin d'avoir sous la main, ou plutôt sous les yeux, puisque c'est derrière notre paravent. Donc, ça, c'est génial. Donc, tous les icônes, les phases de jeu, les améliorations de bâtiments, tout y est. Bravo pour ça. Donc, on en a chacun un. Et ça, c'est bien fait. Belle épaisseur, belle grosseur. On lit bien. On a ici nos différents... On va aller ici dans la boîte. Donc, c'est le fun. C'est tout déjà dépunché. OK, on a un séparateur, j'imagine, qui va aller ici. On a des sacs. On a des dés de couleur, donc pour chacune des guildes. Et les cartes. Même l'intérieur ici est dessiné, donc ça c'est super bien. Je vais mettre ça de côté ici. On a ici le petit paquet de cartes qui va nous permettre de faire nos choix d'action. On voit ici le symbole de la sirène, donc chaque guilde aura son propre deck de cartes composé de toutes les mêmes choses. Donc on a ici des lettres A, B, C, D et E. Ça correspond ici aux emplacements dans lesquels on va avoir des aventuriers. Alors, lorsque je vais préparer mon plateau, qui va être caché derrière mon paravent, mais je peux attribuer ici, aller faire recruter l'adepte A en sélectionnant la carte qui est ici. Au contraire, ici, je peux aussi y aller ici en disant les contrats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai la même chose, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, qui sont des emplacements. Donc, je pourrais envoyer mon deuxième groupe d'aventuriers aller faire le contrat numéro 1. Alors, ça me permet donc de sélectionner mes contrats ou je peux aller choisir l'action de build, donc d'aller construire et d'améliorer mon étable ou mes différents bâtiments pour améliorer ma guilde. Alors, tous les personnages ont les mêmes actions. Alors, c'est ce qu'on va faire. On en a éventuellement qu'on va pouvoir aller sur les autres actions. Donc, c'est la possibilité. On va devoir toujours assigner au moins un de nos personnages par action. Donc, même si j'envoie ici en phase de construction, ben, je vais devoir attribuer un aventurier pour aller faire la construction. Je peux envoyer 2 aventuriers pour aller faire ici l'action de recruter un personnage. Même chose ici, 2 pour aller chercher un contrat. Je pense que la limite, c'est de 2 aventuriers par emplacement qu'on va avoir. Donc ça, c'est vraiment toutes les cartes qui sont les mêmes pour chacun des guildes qu'on a. Alors ça nous permet de sélectionner nos actions. Très simple. Ensuite ici, j'ai mes cartes des différents aventuriers qu'on pourra repêcher. C'est là-dessus que l'artistique est très belle. Alors on va prendre le temps de regarder les différents personnages. Donc si on regarde ici, j'ai des personnages légendes, héros, adeptes et novices. Alors comme on a dit, novices, on va commencer avec un certain nombre. Ça va être nos personnages de départ. Et éventuellement, on pourra aller en recruter comme ici, j'ai des héros, j'ai des adeptes, j'ai des légendes. Et on voit ici que l'emplacement correspond vraiment à notre nomenclature qui est sur la carte. Et effectivement, ça coûte plus cher me rendre là, mais également, ça me prend un certain nombre de héros de la classe précédente pour pouvoir les recruter, comme je vous ai dit précédemment. Alors, regardons un peu comment est composée une carte pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc alors, ici on a le nom du personnage, on voit que c'est un héros novice, on voit ici qu'il y a 3 en force, ce qui me permettra de brasser 3 dés pour faire un contrat. On voit qu'il n'y a aucune autre classe qui est ici, et si je suis durant la phase action de soleil, ben, j'ai un texte ici qui s'additionne. Alors quand je complète un contrat seul, je vais gagner 2 pièces d'or supplémentaires. Alors chacun des personnages ont des actions comme ça, et on voit ici qu'ils ont des caractéristiques sur des compétences qui sont variées d'un à l'autre. Les novices ont juste une compétence ici par secteur. Il y en a qui n'en ont plus que d'autres. Mais si on regarde l'artistique, c'est quand même très très bien. Et là, je suis encore dans les novices.
On voit ici que c'est un novice. Ici, j'ai quand même 2 caractéristiques, ce qui me permettra éventuellement d'aller le mixer avec un autre, mais ça me prend des caractéristiques similaires d'un joueur à l'autre pour pouvoir brasser plus de dés. Alors ici, on rentre dans les adeptes. Donc le texte va être plus important, le nombre de dés brassés va être plus important également. Ça reste toujours super beau au niveau de l'artistique. Et là, j'arrive dans les héros. Donc, encore plus de force de frappe, plus de dés à brasser et probablement des textes plus importants au niveau des personnages. Et les légendes qui sont ici. Donc, un paladin avec 5 et 4. Toujours intéressant. Alors on regarde des personnages, les illustrations sont superbes et il n'y a pas une carte d'identique, ça c'est bien. Tous des cartes différentes, donc on va avoir notre main de départ avec certains héros qu'on va pouvoir attribuer sur des emplacements pour aller soit effectuer des contrats ou soit aller recruter. Donc c'est des actions qu'on va avoir en début de partie. Éventuellement il va y avoir d'autres personnages qui vont être sur le plateau, donc on pourra aller recruter. Donc les héros. Les adeptes sont ici, donc je vais pouvoir aller envoyer 2 personnages, aller essayer de le convaincre de se joindre à la guilde. On va dépenser de l'argent pour pouvoir l'engager, éventuellement le récupérer en main. Et là, ça ferait des actions supplémentaires que je pourrais faire le tour suivant. Et c'est comme ça qu'on va construire le deck building de la partie. Donc ça, c'est assez bien amené. Mais comment on fait des points de victoire? Il y a différentes façons. Les personnages, on voit que les personnages novices ont 0 en points de notoriété. Mais plus j'avance dans la partie et plus donc les personnages même vont donner des points de victoire. Donc c'est quand même bien. Le fait d'aller recruter des personnages plus notables vont me permettre d'aller cumuler jusqu'à 5 points de victoire par personnage. Donc ça c'est quand même bien. Mais la principale façon de récupérer l'or et les fameux points, c'est en allant faire des contrats. Donc on va avoir des contrats encore là, légendaires, héroïques, communs. Et là, ça me prend certains types de personnages pour aller faire certains types d'actions. Mais c'est pas mal toute la même chose. Donc, on va avoir ici différents. Donc, escorter des marchands, un convoi de marchands. Ça me prend 12 de force pour le faire. 12, c'est le résultat du dé. Donc, si jamais je vais aller récupérer un personnage qui va, comme lui qu'on a pris tantôt, va aller brasser 3 dés. Et là, on se rappelle que s'il est seul, il va avoir 2 gold supplémentaires. Parce que ici, si je réussis à faire le contrat, ça me donne 3 pièces d'or et 3 de notoriété. En plus, il y a toujours un bonus qui peut être soit un bonus permanent, soit un bonus instantané, ou même des événements qui vont changer le cours de la partie. Donc, lorsque je vais envoyer Giltar aller faire son contrat, je vais tout simplement prendre 3 dés parce que c'est sa force de frappe. Je vais brasser 3 dés et je vais accumuler donc mon résultat pour voir si je fais 12. Dans le cas présent, ça fonctionne. Donc, j'ai 12 et plus. Alors, je peux récupérer la carte, récupérer 3 pièces d'or, 2 de bonus ici, 3 points de notoriété et on applique le bonus ici. Alors, je peux immédiatement essayer de faire un contrat privé parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a également des contrats privés. Il va falloir que je les trouve éventuellement. Sont dans le livre ici quelque part. Donc les contrats privés, chaque personnage a un contrat qu'on va garder secret en cours de partie et qu'on va pouvoir essayer de construire et éventuellement de le faire. Donc ça me permet dans le cas présent de le faire. C'est également le cas si on essaie de faire une action et on ne peut pas la réaliser parce qu'on est 2 à y aller puis on se fait damer le pion par quelqu'un qui a mis plus d'enchères. Ben, on a toujours la possibilité d'aller en sous-catégorie faire un autre contrat privé. Alors ça, c'est assez intéressant qu'on a un plan B quand même qui peut être réalisé. Donc, petit texte, donc des rats dans le sous-sol, ça me prend 9 pour aller m'en débarrasser. Ça me fait encore des points et j'ai la possibilité d'aller faire des trucs. Alors, ça s'en va en se complexifiant. Donc ici, j'ai à défendre le camp des constructeurs. J'ai besoin de 20 ici en force, mais c'est pas toujours de la force. Des fois, on voit ici, c'est de l'intellect. J'ai un événement ici, donc lorsque lui s'est fait, donc j'ai un événement au début de chaque tour.
Chaque guilde peut piocher un contrat privé. Alors vous voyez que là, on peut rajouter des contrats. Donc il y a des événements qui apparaissent ici lorsqu'on fait les contrats. Et on a toutes sortes de choses. Donc on peut aller envoyer nos voleurs ici. On peut aller ici des ghosts dans le Twilight. Donc c'est vraiment des petits textes d'ambiance, une ligne, un événement. J'ai quelquefois donc différentes actions que je dois faire. Alors ça va en complexifiant, mais c'est juste le nombre de dés. Donc, et lorsqu'on va envoyer des personnages, on va combiner les différentes. Donc si j'envoie ces deux personnages-là ensemble, ben, on voit ici que j'ai 6 dés rouges et 2 jaunes, si on veut, qui sont la possibilité donc de faire 2 types de contrats selon ce que je vais aller faire là. Mais il y a des contrats qui vont nécessiter plusieurs actions comme ça. Alors ici, on a les différentes tuiles de update, donc d'amélioration. Et lorsqu'on voit les tuiles, on va avoir ici un symbole avec nos builders. Ce que ça dit, c'est, dans ce cas présent, donc on va additionner le montant d'argent qu'on est rendu ici sur la charte et cette charte-ci va monter à chaque fois qu'on va l'utiliser. Quelquefois, on va avoir plusieurs symboles, comme ici j'en ai 3. On va tout simplement additionner les 3 chiffres ici, donc 3 plus 3 plus 4, donc ça me coûte 10. Mais si mon marqueur est rendu plus haut sur la charte, mais ça va être un coût encore plus supplémentaire. Alors, c'est différentes améliorations qu'on peut faire à notre étable, à notre bâtiment. On a ici les jetons qu'on a dit de conflit. Donc, lorsqu'on arrive 2 sur le même, on va tout simplement prendre le jeton, on va le révéler. Et si on a les deux, la coopération, donc la main verte, on va pouvoir s'échanger des personnages pour pouvoir accomplir une tâche et se séparer à notre bon vouloir l'argent. Par contre, s'il y en a un qui va faire un conflit, ben lui, il va y aller en premier. Par contre, sa tâche va être plus difficile et lui, ben, il y aura la possibilité d'avoir un plan B qui va apparaître pour lui. Alors, c'est quand même assez simple. On a également de l'argent qui apparaît et différents bâtiments pour les étapes. Alors, ça complète ma présentation de ce qui me semble être un bon jeu quand même, Guildmaster. C'est de la compagnie Good Game Publishing, donc Unfair comme je l'ai dit. Et pour la thématique, pour les illustrations, il reste à voir si on peut faire une variante solo. Mais c'est vraiment dans l'esprit, comme je vous ai dit, de Lord of Waterdeep, plutôt que d'être d'un placement d'ouvriers pour aller faire des contrats dans le monde fantasy. Ben là, c'est un jeu de cartes dans lequel on va recruter des cartes et on va composer une guilde pour être capable d'aller faire différents contrats. Tout ça en 9 tours avec des événements qui vont apparaître à chacun des tours et selon la phase du marqueur de lune. Simple, efficace, hâte de l'essayer. J'imagine que vous aussi. Alors, pouce en l'air si vous avez apprécié, commentaire à la vidéo, ça me fera plaisir de vous répondre et éventuellement de vous présenter une partie de Guildmaster. Bye tout le monde, à la prochaine.